Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On passe à l'action. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous accueillons aujourd'hui un invité exclusif puisque nous aurons le plaisir d'accueillir et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur général de la banque privée d'Oddo BHF France, Emmanuel Dorcet. Bonjour Fabien, merci. Merci beaucoup Emmanuel de nous accorder du temps aujourd'hui et d'être venu nous voir jusqu'à Aix-les-Bains. Alors Emmanuel, rentrons directement dans le vif du sujet. Je suis un épargnant. J'ai 500 000 euros d'épargne financière et j'ai interrogé ma banque de réseau, le Crédit Mutuel. J'ai interrogé des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et on m'a parlé d'une banque privée. Et du coup, j'arrive pas trop à bien comprendre c'est quoi le rôle d'une banque privée pour valoriser mon épargne financière. Alors, toutes les personnes que vous avez citées, que ce soit les CGP ou les banques à réseau, font généralement bien, voire parfaitement bien leur travail. Le rôle d'une banque privée, c'est d'être un poil plus pointu sur certains sujets dans la compréhension aujourd'hui des classes d'actifs liées à l'environnement international, à l'environnement de tout ce qui peut avoir un impact en fait sur vos économies. Le monde est complexe, le monde est de plus en plus complexe, et avoir une banque privée à son côté, c'est d'avoir des sources d'informations plus documentées pour éviter que l'épargne d'une vie, généralement, que ce soit des économies qu'on a fait dans le cadre d'une activité rémunérée, dans le cadre d'une cession d'entreprise, ne se perdent pas. Parce que ce qu'on gère dans une banque privée, c'est pas de l'argent, c'est du travail. Ok, merci Emmanuel, c'est très clair. Donc l'activité de banque privée, en résumé, c'est d'aller chercher un interlocuteur avec une culture financière de très haut niveau, une compréhension juridique et fiscale des différents enjeux, et puis bien évidemment un établissement dans lequel c'est son métier, principalement l'investissement des classes d'actifs. Alors Emmanuel, tu es directeur général, on va se tutoyer si tu avec grand plaisir. Si tu me le permets. Tu es directeur général de la banque d'Oddo BHF France, banque privée. Donc à ce titre-là, tu gères aujourd'hui des équipes. Comment toi, tu te positionnes par rapport à la question des ressources humaines, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, dans tous les corps de métier, c'est difficile d'aller recruter, c'est parfois difficile de motiver les équipes. Quelle est aujourd'hui, toi, pour tous nos dirigeants qui nous écoutent, ta recette, ta formule, entre guillemets, miracle, pour accompagner tes équipes aujourd'hui? Cette question, elle est fondamentale parce que aujourd'hui, je dirais qu'il y a trois manières de communiquer avec un être humain. Il y a les muscles, il y a le cerveau et il y a le cœur. Je pense que le temps où on demandait aux gens de faire quelque chose et qu'ils obéissaient, c'est terminé. Ce qu'il faut, c'est avoir l'adhésion des personnels avec lesquels on travaille, se mettre au service. Et par rapport à ça, aujourd'hui, si je prends mon métier qui est celui de la banque privée, ce métier il est fantastique. Nos clients, c'est généralement des entrepreneurs à 90%. C'est des gens qui travaillent comme des fous. Et la richesse est une incidence. Et nous, on doit être là pour les accompagner. On est un pays compliqué, on vote chaque année une loi de finances. On voit bien qu'on est incapable de la respecter puisque cette année, on a encore une dérive de 2 points de PIB. Et donc, on fait des lois. En moyenne, une loi de finances, elle est rectifiée 3 fois par an. Et donc, les personnels qu'on souhaite avoir doivent ressentir le besoin d'aider les chefs d'entreprise et d'être au quotidien près d'eux. Et c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire que notre métier est un beau métier, au service de belles personnes qui créent de l'économie, qui créent de l'emploi, qui créent dans les tissus. Là, on est dans une région magnifique, c'est vrai, qui est l'arc alpin. Les gens, ils ont la tête dans le guidon pour leur boîte. Nous, il faut qu'on amène des personnels qui vont apporter des solutions. Alors, on n'a pas de profession de droit, donc, mais on va s'appuyer sur des conseils pour les aider à ce que juridiquement, fiscalement et sur la gestion d'actifs, on soit parfait pour eux. Incarner des valeurs, être enthousiaste, aimer ce qu'on fait et travailler en équipe, ça fait partie donc de tes facteurs clés de succès pour mener les équipes à la victoire. Exactement. Alors si on parle un peu de toi en tant que personne, ton parcours, tu as travaillé dans la communication,
tout au départ. Ensuite, tu as fait un petit switch vers les ressources humaines avant de devenir banquier privé et ensuite de prendre des fonctions de management. Qu'est-ce que tu as appris dans ces différentes expériences chez Publicis, chez Neuflize en tant que ressources humaines et ensuite chez UBS que tu utilises aujourd'hui dans ton métier de directeur général? En fait, tous ces métiers sont assez connexes. Je faisais de la communication économique et sociale chez Publicis et ça avait attrait à l'humain. C'est comment on communique avec les gens. Excusez-moi. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, ensuite, j'ai basculé vers les ressources humaines. J'ai passé un master en gestion de patrimoine et je suis devenu banquier privé. Et comme ça a pas mal fonctionné, j'ai fait de la banque privée. Ensuite, j'ai fait de la banque d'entreprise, donc de l'exploitation. Donc, je sais lire un bilan, je sais accorder des crédits d'exploitation aux chefs d'entreprise. Et ça a bien marché. Donc, on m'a confié un tiers de la banque Neuflize Aublet-C. Et après, on m'a confié la direction générale d'UBS France SA, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant 10 ans. Et il y a 2 ans, j'ai pris la direction de la banque privée d'Oddo BHF. En fait, tous ces métiers sont connexes parce que notre métier de banquier privé, c'est des êtres humains au service d'autres êtres humains. Et c'est comprendre la complexité des situations qu'un chef d'entreprise a à gérer. Si vous vous moquez des gens, c'est amusant, mais ils s'en aperçoivent. Il faut donc être parfait dans notre expertise et savoir communiquer avec eux parce que ils ont au quotidien à gérer des problèmes qui sont complexes et nous on doit rendre ça simple. Donc il y a beaucoup en effet de communication interpersonnelle. Ok, donc la diversité de tes expériences, les différents métiers que tu as pu effectuer, finalement la synthèse, c'est que ça t'a permis de vivre et d'être confronté à des éléments de contexte qui aujourd'hui te donnent les clés de lecture nécessaires pour peut-être comprendre un dirigeant aussi bien dans l'agroalimentaire que dans l'industrie, que des problématiques différentes pour bien les adresser. Exactement, parce que arrive souvent une séquence dans la vie d'un entrepreneur qui est la transmission ou la cession. Il est étonnant de voir que même en parlant un français parfait, de temps en temps, il y a des biais de communication. C'est-à-dire qu'on comprend pas ce qu'on dit. Et quand un chef d'entreprise rencontre pour la première fois un avocat spécialisé en droit des affaires ou pour rentrer dans une logique ou de transmission ou de cession, ces 2 personnes, en fait, même si elles parlent français, ne parlent pas la même langue. Et moi, mon métier, en tant que banquier privé, ça va être de permettre que dans un métier où on va parler avec un certain jargonnage, dans les métiers anglais ou même dans les métiers bancaires, on parle avec énormément d'anglicisme, c'est de traduire dans un français compréhensible à tout le monde les enjeux. Un exemple, ce matin, on a eu le plaisir avec un de mes banquiers d'aller voir un chef d'entreprise formidable et il y a un grand groupe qui était rentré dans son capital et il disait il y avait 3 clauses dans le contrat que j'ai signé que je n'avais pas compris et ça lui a causé bien des tourments dans les années qu'on suit. Donc il n'était pas accompagné à l'époque par un avocat d'affaires. Il a lu et ce qu'il a lu en fait il ne l'avait pas compris parce que c'est des jargonnages complexes et donc il faut soit que nous en tant que banquier privé on présente des avocats d'affaires ou des notaires qui vont aussi travailler dans l'intérêt du client, donc qui portent les mêmes valeurs que nous, ou que nous, on fasse le go-between pour... vous voyez, je viens d'utiliser un anglicisme. C'est pas grave, c'est autorisé à cette antenne. Voilà. On va les compter par contre, au bout de la 5e, il y a un gage. Et effectivement, c'est vrai qu'on comprend que dans le métier de banquier privé, il y a la capacité effectivement à détecter les problématiques et ensuite à être capable de les faire comprendre, bien intégrés par le client qui est en face. Et effectivement, plus on a vécu des situations différentes, plus on s'est mis dans des cas particuliers, plus effectivement ça contribue à cette réussite-là. On vit dans un monde qui est un monde de droit. On vit dans un monde qui est un monde fiscal et l'argent, ça se place plus comme autrefois sous un matelas. Et donc, ces 3 composantes qui sont fortes, un chef d'entreprise qui aura réussi dans un domaine, mettons des boulons, est spécialiste des boulons, est spécialiste des alliages, est spécialiste de la commercialisation et des normes dans son métier, mais ne connaît rien à ce que c'est qu'une transmission, à ce que c'est qu'une cession, et la fiscalité induite par ça. On est un pays qui est aujourd'hui dans le top 3 des pays avec les prélèvements obligatoires les plus importants.
voilà, donc quelqu'un qui a payé toute sa vie 33% d'impôts pour son entreprise, 46% à titre personnel en termes de revenus, le jour où il cède, il voudrait ne pas être égorgé au coin du bois. Donc nous lui présenter des gens qui vont lui expliquer ce que c'est qu'une cession ou une transmission, c'est fondamental. Et ensuite, il y a gérer les sous qui viennent derrière. Et il suffit d'écouter les actualités pour comprendre que le monde est complexe et qu'il faut avoir des gens qui ont cette capacité à lire le monde. D'une certaine manière, Emmanuel, tu viens de nous redétailler la première question que je t'avais posée, c'est-à-dire quel était le rôle d'une banque privée lorsque j'avais un investissement à faire, puisque tu viens de nous démontrer et de revenir sur les principaux points clés, cette capacité à bien faire comprendre le discours, à détecter des points de vigilance juridique et fiscale, et ensuite à adapter la stratégie d'allocation d'actifs aux bons environnements économiques. Alors du coup, ça m'amène à une autre question, Emmanuel. Il y a qu'à regarder le prix du caddie, il y a qu'à regarder le prix du pain ou même le prix d'un restaurant aujourd'hui et on sent que l'inflation, quelque part, elle est toujours présente. Lorsque j'ai de l'épargne financière, finalement, comme tu l'as dit, c'est le fruit d'une épargne ou d'une vie et j'ai l'ambition, moi, en tant qu'investisseur, de m'assurer que cette épargne, par ses revenus, par la valorisation du capital, puisse continuer à maintenir mon train de vie. Comment une banque privée peut accompagner un client face à la problématique de l'inflation et quels peuvent être les points différenciants? Alors, en effet, ça c'est fondamental parce que le combat des banques centrales contre l'inflation, il n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3%, grosso modo, en Europe d'inflation. Donc, si vous placez votre argent à 3%, en fait, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, il y a les poches de réserve qui sont le livret de développement durable ou le livret A. Mais c'est de l'épargne de proximité, mais qui ne vous permet pas de gagner d'argent. Donc, comment on gagne de l'argent aujourd'hui à placer? On va prendre les classes d'actifs, je pense que c'est le plus simple. Allons-y. La première, c'est les actions. Alors aujourd'hui, est-ce que je dois investir en actions? Tout le monde voit que le CAC 40, l'année dernière, a battu son record en 2023, vient de le rebattre en 2024, et que les indices américains sont au plus haut historique. Donc on se dit, en fait, les actions, c'est pas la solution. Eh bien non. En fait, les actions peuvent être la solution parce que l'augmentation des indices actions, elle est en fait le fait de très peu de valeur. Si on prend l'indice américain, le MSCI, il a augmenté d'une manière complètement ahurissante ces 10 dernières années. Mais en fait, il est le fait de 7 valeurs qu'on appelle les Magic 7, qui sont Amazon, Google, Microsoft et les autres. Mais c'est ces 7 valeurs qui tirent 90% de la performance de l'indice sur ces 10 dernières années. Donc, si vous aviez acheté d'autres valeurs américaines ces 10 dernières années, vous auriez gagné peu ou pas d'argent. Donc, l'analyse fondamentale, quand on dit les indices sont hauts, non, les indices sont pas hauts aux États-Unis, ils sont hauts à cause des Magic 7. Alors, est-ce qu'il faut rentrer sur les Magic 7 quand ils ont des valorisations comme ça? Donc, c'est Alphabet, Amazon, ce que tu mentionnais. Voilà, Tesla, ça c'est Nvidia, c'est un autre sujet. Les indices français, le CAC 40. Le CAC 40 bat de record sur record. Mais là encore, c'est le fait en fait de très peu de valeur. C'est le luxe. Le luxe, il est consommé en France, peu. En Europe, un peu plus. Mais énormément en Chine et aux États-Unis. Et donc la croissance en fait des indices en France, elle est portée par pas beaucoup de valeurs. LVMH, L'Oréal, Hermès. Si vous n'êtes pas là-dessus, en fait, il y a peu de valeurs qui ont grimpé de manière forte. Donc, est-ce que les actions sont trop hautes? Non, là encore. Donc, vous pouvez investir dans les actions avec un bémol toutefois, qui est que les actions, il faut être bien accompagné parce que c'est volatile. Et donc, il faut avoir de la recherche. C'est pour ça que j'en revenais à quelle est l'utilité d'une banque privée. Chez Oddo BHF Banque Privée, on a 70 personnes qui travaillent sur les valeurs. Donc, on a des études sur les valeurs. Ok. Donc très clairement aujourd'hui, parmi les éléments qui pourraient permettre à un client de se protéger contre l'inflation et d'aller utiliser une banque privée, eh bien il y a la classe d'actifs actions qui est une classe qui est très bien maîtrisée par Oddo BHF et en l'occurrence qui est une banque privée parce que c'est une manière de se protéger contre l'inflation. D'un côté, vous avez les investisseurs les consommateurs qui vont subir l'augmentation du prix des matières premières, du bœuf, du pain. Et de l'autre, en tant qu'actionnaire, si vous êtes au capital de sociétés qui vendent ces éléments-là, par exemple McDonald's, vous vous retrouveriez
avec une augmentation de vos bénéfices et donc Exactement. potentiellement. Et d'où dividendes. La deuxième classe d'actifs qui est aujourd'hui très intéressante, c'est les obligations. Et dans les obligations, aujourd'hui, vous pouvez, si vous gardez à échéance vos obligations, avoir entre 4,5 et 6% de rendement. Donc, on en revient à notre inflation qui est à 3. Eh ben, vous gagnez plus que l'inflation avec les obligations. Alors, les obligations, ça bouge. Donc, ce qu'il faut faire, là encore, je vais utiliser mon deuxième mot en anglais, hold to maturity, c'est-à-dire je les détiens jusqu'à leur maturité. Le portage. Le portage en français. Le portage. Et donc, du coup, dans ce cas, elle peut fluctuer mon obligation, je m'en fiche, parce que à la fin, je l'ai acheté 100, elle me sera remboursée 100, et j'aurai touché mon coupon, donc c'est le dividende chez les obligations. Et là, je peux avoir des choses comme ça. Alors là, le grand danger d'une obligation, c'est que l'entreprise fasse faillite ou ait des difficultés. On le voit avec le groupe Altis, donc SFR, BFM TV, RMC, qui connaît quelques difficultés, où son patron dit moi je veux plus vous rembourser, ou vous prenez une décote de 20%, en tout cas pas rembourser mais désendetté. Donc il faut choisir bien là encore ses valeurs pour ne pas se retrouver comme on a pu le voir il y a quelques années avec des entreprises qui font faillite, et donc du coup vous n'êtes pas remboursé. Voilà. La troisième classe d'actifs dans laquelle on peut rentrer, qui est en fait pas tellement une classe d'actifs, mais quelque chose en fait de mélanger, c'est les contrats d'assurance vie avec une partie en fonds en euros et avec, là encore, mon troisième terme anglais, du private equity. Alors là, Fabien, si vous avez le mot en français, donnez-le-moi. Titre non coté, monsieur le directeur général, si vous me permettez. Donc, où là, on fonctionnera avec des obligations et des investissements dans des entreprises en direct sur des titres non cotés, où là, vous investissez dans l'économie réelle. C'est les entreprises que vous avez sur le magnifique arc alpin que Radio Grand Lac couvre. Exactement. Donc, dans ce contexte d'inflation pas évident et dans lequel effectivement on a potentiellement des marchés financiers élevés, la clé que vient de nous donner Emmanuel, c'est de bien sélectionner ces titres, que ce soit des actions, des obligations, du private equity, et de le faire avec discernement et un bon partenaire. Et c'est encore plus vrai quand ce partenaire, si on traduit l'activité recherche d'actions, produit des notes de synthèse et produit des analyses et des notations pour les grands groupes cotés LVMH, L'Oréal, Air Liquide. On va faire une courte pause et on reprend avec Emmanuel Dorset, directeur général de ODO BHF Banque Privée, pour continuer cette discussion autour de comment valoriser vos actifs en 2024. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour sur Radio Grand Lac avec Emmanuel Dorset, directeur général d'ODO BHF Banque Privée France. Emmanuel n'est pas parti à la pause et on est content qu'il soit toujours parmi nous, donc nous allons pouvoir continuer cette interview. Alors Emmanuel, ton métier c'est aller à la rencontre des chefs d'entreprise, des clients investisseurs privés. Tu le prouves d'ailleurs aujourd'hui en venant nous rendre visite à Aix-les-Bains, et puis il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais à Strasbourg. Alors, nos auditrices et nos auditeurs ont une question pour toi. Même si j'imagine que ce n'est pas évident d'en sortir une, y a-t-il une rencontre avec un client, chef d'entreprise ou particulier, qui t'a marqué dans ta carrière, en tout cas dans cette première partie de carrière, et est-ce que tu pourrais nous en parler ? Avec grand plaisir. J'ai la chance de faire un métier de passion. C'est-à-dire que dans une journée, je vais rencontrer en moyenne 3-4 chefs d'entreprise par jour qui ont tous créé. Et la création, il n'y a rien de plus beau. En ce moment, quelque chose qui me touche énormément, en fait, c'est tout ce qui est lié à la transition écologique. C'est-à-dire qu'on voit bien que le climat se dérègle, et vous avez des gens merveilleux qui sont en train de faire des choses pour créer des solutions à ce qu'on voit. Si vous me permettez, si tu me permets, Fabien, je citerai 2 exemples.
Allons-y. qui m'ont marqué dernièrement. J'ai le plaisir tous les 6 mois avec Stéphane Bern d'animer un espèce de Stéphane Bern, l'animateur, oui, exactement, le fan d'histoire. Voilà. Okay, tu le connais. Oui, et c'est quelqu'un de délicieux et il nous fait la gentillesse d'animer une émission qu'on appelle Odo BHF Made in France, on réunit 5 chefs d'entreprise en face de 120 chefs d'entreprise ou investisseurs pour parler de solutions pour demain et trouver des financements pour ces entreprises. Et donc, il y a 10 jours, on était avec le fondateur de Néolith. Alors, Néolith, ça vous parlera peut-être pas beaucoup, mais le parcours de cet homme était assez fantastique. C'est-à-dire que lui a fait Polytechnique, donc il est d'Anjou. Son papa est tailleur de pierre. Et son papa, un jour, en taillant des pierres, donc en Anjou, c'est du calcaire, les pierres, et il a dit, mais en fait, ça c'est quoi ? C'est des déchets qui ont 300 millions d'années, qui sont sédimentés. Et il a dit, mais pourquoi aujourd'hui, on ne sédimenterait pas les déchets ? Parce que le problème des déchets, c'est quoi ? Le verre, on le recycle, la poubelle verte. Le carton, on le recycle. Maintenant, on a la poubelle à compost. Mais ce qu'on appelle la poubelle noire, qui sont vos déchets ultimes, aujourd'hui, on en fait 2 choses. Soit on les brûle, ce qui est hyper polluant, soit on les enfouit, ce qui est encore plus polluant. En venant avec le train, j'ai vu une magnifique décharge à ciel ouvert où on enfouit. Et ce monsieur, il a dit, toi qui as fait Polytechnique, pourquoi tu n'inventerais pas la fossilisation, accélérée ? Et ils ont créé un principe de fossilisation. Donc votre poubelle noire, vous prenez les déchets et vous en faites des granulats. Et avec ces granulats, vous faites quoi ? Vous faites des routes, vous faites du béton, vous faites des maisons. Ça ne pollue pas. Le déchet est à jamais devenu une pierre. Et donc, on parle de grande monnaie pour lever des fonds. Il a fait une première levée de fonds de 50 millions d'euros pour montrer que ça marchait. Et là, il est dans une levée de 200 millions d'euros pour gérer une ville comme Angers sur l'ensemble de ces déchets poubelles noires. On fait ça demain, on n'a plus de problème de déchets en France. Voilà. Et donc, quand vous touchez à ça, vous touchez au magnifique. Je peux vous redonner un exemple ou pas ? Ah oui, bien sûr. Allons-y. J'ai rencontré dernièrement aussi la fondatrice d'Ombrea. Alors Ombrea, là non plus, ça vous parlera pas forcément. C'était une jeune femme qui était journaliste. Son papa était horticulteur. Un des défauts de l'agriculture aujourd'hui, c'est que comme les hivers sont de plus en plus chauds, on le voit bien, quand il gèle, ça détruit tout. Et son papa lui a dit, c'est dommage qu'on n'ait pas des ombrelles pour se protéger du gel, et d'ailleurs aussi du soleil. Et puis l'humidité du sol, comme ça, si elle tapait les ombrelles, redescendrait en gouttes fines. Et elle a dit, on va regarder. Et elle dit, mais si en plus on mettait des panneaux solaires sur ces ombrelles. Et donc le résultat, c'est Ombrea. 70% de l'eau qui s'évacue du sol redescend au sol. Vous faites de l'énergie avec les panneaux solaires. Ça ne brûle plus quand il fait chaud. Et ça ne gèle plus quand il fait froid. Voilà. Ça a été racheté d'ailleurs il y a 10 jours par Total Energy. Ils sont à Aix-en-Provence. Voilà. Et ces entreprises, quand vous arrivez et que vous faites votre métier de banquier privé, à notre toute petite et modeste échelle, vous vous dites que vous avez participé à la bonne marche de l'humanité. Bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les occasions que tu as pour rappeler l'intérêt de la banque privée au cours de cette émission, tu l'as saisi. Donc à tous nos auditrices et auditeurs, si vous n'avez pas compris qu'en plus c'est la mise en relation avec un carnet d'adresses de qualité entre possiblement votre futur repreneur et des levées de fonds, Emmanuel vient d'insister dessus. Du coup, il y a une autre question qui me vient, Emmanuel. Moi, j'ai une super idée. Ouais. Je suis un entrepreneur. Ouais. Elle est innovante. Cette idée, elle est faite en France, elle est pensée en France, et j'ai envie de postuler au prochain Made in France. Je fais comment ? Alors, en fait, on crée des lieux de rencontre entre des investisseurs et des créateurs d'entreprises. Si vous êtes là, tu me dis, Fabien, que tu aurais une idée demain. Tu vas être ce qu'on appelle, de nouveau un anglicisme en early stage, donc en phase d'amorçage. Et dans ce cas-là, il faut te faire rencontrer des gens qui acceptent ce risque-là. Alors, je vais citer le nom d'un de mes directeurs qui s'appelle Olivier Malbos. Olivier Malbos, en plus, il est d'Aix-les-Bains. Donc, ça tombe bien, j'espère qu'il m'écoute. Eh bien, nous allons donc saluer Olivier Malbos d'Aix-les-Bains. Lui organise à la banque des rencontres avec le SCP, avec d'autres écoles, où des investisseurs viennent rencontrer des gens qui sont en phase d'amorçage. Donc c'est pas notre métier, moi je gagnerais pas d'argent là-dessus, c'est de la mise en relation, mais voilà, ça permettra de trouver des sous pour créer son entreprise.
Si vous êtes un poil plus développé, on a créé un prix qui va avoir lieu le 25 mai. On est en pleine phase de sélection en ce moment. Mardi, j'étais à Lyon pour donc 400 dossiers on a pris. On a fait des phases de sélection dans toute la France. Là, c'est des entreprises qui ont déjà un concept, déjà une production, qui sont souvent en manque de capitaux, avec un EBITDA d'ailleurs pas forcément positif parce qu'elles sont... Un EBITDA. Alors, on va pas. Donc, un excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, c'est-à-dire l'argent généré par votre activité opérationnelle, retraité des dotations, amortissements, des dotations, des amortissements et des reprises d'amortissement. C'est pour tous les experts comptables qui nous écoutent. Voilà. Il y a une petite particularité parce que c'est IFRS, mais vous nous le concéderez, messieurs les experts comptables et madame les experts comptables. Donc, un EBITDA. Donc, qui sont dans cette phase-là. Et de ces 400-là, on va en sélectionner en fait 10. Qu'on va présenter à un jury qui, sauf erreur de ma part, doit être présidé cette année par Sophie Lacoste, donc qui a repris Fusalp, avec comme bras droit Flûte. En tout cas, présidé par Philippe Odo aussi déjà, oui, le fondateur exactement. de la banque, donc qui s'implique dedans avec Sophie Lacoste, effectivement. Exactement. Et donc il y a plein de grands patrons. Il y a le patron des Galeries Lafayette qui sera là, et ces gens-là. Et dans le public, on aura plein de fonds. Et donc après, on met en relation. C'est souvent sur des idées innovantes, liées encore à la transition écologique parce qu'on y croit énormément. Et donc là, vous pouvez aussi rencontrer des gens qui vous financeront. Voilà. Donc on a tout un écosystème avec des partenaires. Donc viennent d'ailleurs à ces soirées des experts comptables, des avocats, parce que nous, on n'a pas de profession de droit et on n'est pas dans le métier du chiffre. Et donc, ces jeunes entrepreneurs, là encore, doivent être accompagnés. Donc, c'est notre manière de participer au développement de ces entreprises, même si c'est pas notre métier, puisque nous, on ne gère in fine que l'argent que génèrent ces personnes à titre privé. Ok, c'est très clair. En tout cas, en tout cas, moi, je suis entrepreneur, et donc si j'ai envie de lancer mon idée et d'avoir un coup de main aux investissements, eh bien, je peux à toutes les étapes éventuellement faire appel à Odo BHF. Alors, appelez Olivier Malbos. Il est sur LinkedIn, Malbos, et vous le trouverez. Et en plus, il est d'Aix-les-Bains. Ça marche. Une fois qu'on s'est dit ça, Emmanuel, donc tu es directeur général d'Odo BHF, et en plus d'être directeur général d'Odo BHF, eh bien, tu as un secret. Tu as une recette miracle. C'est que tu as vu un certain nombre de dirigeants d'entreprise et que tu as pu déterminer, ou en tout cas approcher, les facteurs clés de succès d'une entreprise entrepreneuriale de par ton expérience. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager, selon toi, alors évidemment, c'est toujours une liste qu'on enrichit, mais si à moi, jeune chef d'entreprise qui vient de monter ma boîte, quels seraient les facteurs clés de succès pour que dans cette entreprise entrepreneuriale, ça soit une réussite, hormis celle d'appeler Olivier Malbos, qui était à Aix-les-Bains, et d'aller au Made in France d'Odo BHF, de postuler au concours Odo Young Entrepreneurs Awards, et puis de venir aux formations, ou en tout cas aux interventions de l'ESCP. Quels seraient un peu les facteurs clés de succès? Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire, moi, en tant que jeune entrepreneur, sur les facteurs clés de succès? Alors, c'est toujours le grand paradoxe de la création d'entreprise. Parce que un créateur d'entreprise, il va regarder à droite quand tout le monde regarde à gauche, ou inversement. C'est-à-dire que lui voit une évidence là où les autres ne la voient pas. Donc, par rapport à ça, quand quelqu'un va lui dire, en fait, tu vas te planter, moi je me souviens en 92 d'avoir une discussion, j'étais jeune étudiant avec un type qui créait une boîte dans l'internet et je lui dis mais ça va jamais marcher, on a le Minitel, c'est 100 fois mieux. Voilà. Donc écouter un conseil sur la phase de création d'entreprise est pas forcément utile. Ensuite, dans la phase de la création d'entreprise, qu'est-ce qu'on voit? Le premier atout, c'est la résilience. C'est-à-dire que le côté linéaire, tout se passe bien, ça n'existe pas. C'est dur de créer son entreprise, c'est formidable, mais c'est dur. Et il y a des échecs. J'étais mardi soir à un dîner avec Marc Simoncini et quelques grands chefs d'entreprise, et Marc Simoncini racontait l'aventure mythique. Vendu 600 millions d'euros à Tinder, donc une réussite exceptionnelle. Clairement. Eh bien, Marc disait, en fait, j'ai plus appris de mes échecs que de mes réussites. Et un grand chef d'entreprise, c'est un grand chef d'entreprise qui a connu l'échec. Voilà. Et donc, c'est pas linéaire, un parcours comme ça. Ensuite, c'est savoir bien s'entourer et ne jamais avoir, si je peux me permettre, alors là, c'est bien du français, le melon. Parce que à partir du moment où on est dans la toute puissance, on ne reçoit plus l'information de l'autre. Et pour bien réussir, il faut savoir communiquer. Voilà. Et c'est un peu, voilà, les conseils que je pourrais donner.
sur la réussite d'une entreprise. Ok, c'est très clair sur les facteurs clés de succès. Alors, Emmanuel, tu as une fonction professionnelle, mais tu as aussi des hobbies, des causes qui te sont chères. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une activité particulière, un point dont tu voudrais nous parler, un de tes loisirs, ou simplement une cause dans laquelle tu t'investis, qui est importante pour toi et dont tu voudrais parler aux auditrices et auditeurs? Alors, une conviction. Okay. Une conviction. On voit bien que y a plein de choses qui vont de traviole et que les sociétés se délitent dans l'individualisme et tout. Et donc, je voudrais parler d'une cause et pour laquelle nous organisons des levées de fonds et sur lequel j'essaie de m'investir, qui est Espérance Banlieue. Espérance Banlieue crée des écoles dans les quartiers où aujourd'hui on fait les places nettes. Et que si on veut faire société, il faut que la société se tienne et que chaque enfant sur le territoire français ait une chance. Et Espérance Banlieue construit des écoles dans les quartiers où on ne veut pas aller. Les enfants sont en uniforme. Il y a un salut au drapeau le matin, on chante la Marseillaise et on a des profs formidables sur des petites classes, c'est 15 élèves par classe et on n'abandonne jamais les élèves. Et donc Espérance Banlieue a besoin de 2,5 millions d'euros par an pour fonctionner et donc il faut que les gens se mobilisent pour que tous les gamins, même quand ils naissent dans des quartiers à complexité, aient la chance aujourd'hui de pouvoir profiter, de participer à la construction de notre beau pays. Donc voilà. Donc j'ai dernièrement organisé, d'ailleurs, sur mon autre activité caritative, qui est de trouver des fonds pour les blessés ou les orphelins de l'armée française. Ok. On a eu le plaisir de passer 2 jours à la Légion étrangère avec Espérance Banlieue, où on a été reçus formidablement, où l'idée c'était d'amener 45 grands chefs d'entreprise, donc qui ont un impact et le pouvoir de faire les choses, pour leur montrer aujourd'hui tous ces jeunes hommes qui s'engagent, quelle que soit leur nationalité, leur race ou leur religion, au service de la France. 9000 hommes aujourd'hui sont étrangers et sont potentiellement combattants pour la France. Ils viennent principalement désormais du Népal, du Brésil et de Colombie. Et quand ils se blessent ou quand ils meurent, ils ont des enfants ou ils sont blessés, il faut les accompagner. Donc il y a l'Office national des invalides depuis Loubier. Donc on a essayé de faire des levées de fonds pour eux et dans le même temps de montrer à tous ces enfants d'Espérance Banlieue que quelle que soit votre origine, vous pouvez participer à la construction de la France et vous avez part dans la France. Donc ces deux-là, c'était mes 2 sujets. Et pour une fois, j'avais réussi merci à la Légion étrangère de nous avoir offert ce cadeau. Ok. Canon, comme on dit chez nous, et un directeur général d'une banque privée engagé. Alors, vous l'aurez compris, l'activité de banque privée, c'était l'objectif de de cette émission radio, c'était de faire comprendre que, dans le panorama des investissements financiers, vous pouvez considérer les activités de banque privée avec plusieurs idées. Le premier, c'est une culture financière forte, qui est le cœur du métier. Et autour de ça, vous allez vous adjoindre toute une série de services juridiques et fiscaux avec des experts pointus. Et puis, bien évidemment, un carnet d'adresses qui peut aller jusqu'à les banques d'affaires, les fonds d'investissement, les levées de fonds, et puis l'entourage, puisque vous vous souvenez que la devise de cette émission, c'est « Vous viendrez pour la rentabilité des placements financiers et vous resterez pour la qualité de l'entourage ». Et Emmanuel Dorset, directeur général d'Odo BHF Banque Privée France, l'incarne bien évidemment très très bien lors de cette émission. Emmanuel, la tradition de cette émission, c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditrices et auditeurs pour finir cette émission? Un grand merci, on m'avait dit que du bien de Radio Grand Lac, donc c'était un bonheur d'être avec vous ce matin. Merci pour la petite blague d'avoir mis « Je te donne » comme chanson, parce que moi je ne donne pas, je prête ou je fais gagner. Mais c'était un bonheur d'être avec vous ce matin dans cette région qui est chère à mon cœur. Encore merci beaucoup Emmanuel de nous avoir accordé du temps, et puis je vous dis à très vite sur Radio Grand Lac pour une nouvelle émission de On passe à l'action. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.